Bonjour à tous, bienvenue à cette dernière breakout session de la journée sur la partie data. Alors je suis très heureux d'être ici aujourd'hui avec vous et de pouvoir partager l'expérience et la vision d'AWS en termes de Data Lake. Moi je m'appelle Marc Cabossel et je suis architecte solution chez AWS, dédié pour les startups. Donc mon rôle consiste à comprendre les problématiques business en fait, des startups et de pouvoir ensuite les accompagner pour résoudre justement ces problématiques business avec des solutions techniques sur la plateforme AWS. Aujourd'hui, je serai accompagné d'Arnaud, de la société Augury, qui vous fera un retour d'expérience d'Augury sur AWS et dans le contexte notamment du Data Lake. Alors, aujourd'hui, la donnée est omniprésente. Pour ceux qui ont fait déjà un peu de data, vous avez certainement entendu parler des 3V, des 5V, des 7V, les problématiques autour de la volumétrie de la donnée. Donc aujourd'hui, on a de plus en plus de données, de sources de données différentes. Une statistique intéressante qui dit que tous les 5 ans, la donnée fait x10. Donc du coup, il faut utiliser des outils qui vont permettre de scaler pour justement traiter cette donnée qui va arriver en plus. La deuxième problématique, ça va être tout ce qui est autour de la variété de la donnée. Historiquement, on avait des données qui pouvaient provenir des bases au sein des entreprises, des CRM, des ERP. Mais aujourd'hui, on a de la donnée qui va être générée à partir des sites web, à partir des applications mobiles, à partir d'objets connectés, par exemple. Et cette donnée qui va être à la fois structurée, non structurée, semi-structurée, il faut être aussi en capacité de la traiter pour pouvoir en extraire de l'information. Et une dernière problématique, ce sera peut-être plutôt ce qu'on peut considérer comme la vélocité de traitement de cette donnée. Historiquement, on est sur un traitement de la donnée en mode batch, donc de manière hebdomadaire, de manière journalière, on va faire des traitements sur cette donnée. Et aujourd'hui, on cherche justement à avoir de l'information sur la donnée qu'on peut collecter le plus rapidement possible, en temps réel, et même en utilisant des technologies de machine learning sur cette donnée pour essayer de faire des prédictions. Alors, aujourd'hui, également, ce qu'on voit, et moi, ce que je vois de par mon expérience, c'est qu'il y a de plus en plus de métiers qui gravitent autour de la donnée. On peut avoir des business analysts qui ont besoin justement de reporting sur la data. On peut avoir des data scientists donc, qui ont besoin de créer des algorithmes de machine learning, par exemple, et donc qui ont besoin d'avoir on parle de deep insight de la donnée, donc c'est avoir une vue très précise de la data. Et donc, avec ces nouveaux usages, aujourd'hui, il y a des nouveaux besoins en fait, autour des accès à la donnée. On a un besoin d'accès sécurisé, ça va être très important. On va voir quelques mécanismes qui vont permettre de sécuriser les accès à la donnée. Il faut que ce soit un accès temps réel et que ça puisse être scalable, en garantissant justement cette flexibilité qui vont permettre à n'importe quelle équipe d'accéder à la donnée en fonction de leurs besoins. Je voulais donc dans le cadre du coup, de cette démocratisation de la data, il faut vraiment toujours avoir en tête qu'il va y avoir une balance entre la démocratisation de la donnée, donc les équipes qui vont justement essayer de travailler sur cette donnée, et les droits, la gouvernance, le contrôle sur cette data. Donc ça va être très important de ne pas ouvrir la donnée à tout le monde, uniquement aux personnes qui en ont besoin, et je dirais en contrepartie de faire attention à ne pas trop restreindre les accès pour justement brider les équipes qui voudraient extraire ou générer de l'information à partir de cette donnée. Une approche, du coup, pour le faire, c'est l'approche Data Lake, qui, je dirais, casse les silos de données traditionnelles, où l'idée, c'est de centraliser toute cette donnée structurée, non structurée, qui peut être générée à partir de diverses sources de données, dans un seul gros repository, en quelque sorte. Et l'idée avec l'approche Data Lake, c'est qu'on aura la capacité de scaler en fait, le stockage pour cette data à l'échelle, en fait, sans avoir à se préoccuper, ou en tout cas de manière un peu plus simple, du coût associé. Alors, les avantages aujourd'hui du Data Lake sur AWS, ça va être la capacité
de fournir un système qui pourra être durable et hautement disponible. On parle souvent des 11 9 de durabilité. Au niveau du data lake sur AWS, ça va être lié à l'utilisation du stockage S3, qui est notre stockage objet, qui garantit ces 11 9 de durabilité. 11 9 de durabilité, ça signifie que quand vous stockez par exemple 100 000 objets, potentiellement on peut en perdre un au bout d'1 million d'années. C'est ce que ça signifie en gros l'idée derrière durabilité. On aura la capacité d'accompagner en fait, les clients pour mettre en place des mécanismes de sécurité et qui vont garantir en fait, la meilleure compliance au niveau de la plateforme AWS. Il faudra être en capacité également de définir des accès sur cette donnée. Donc ça va être via potentiellement ce qu'on appelle des policies pour accéder aux objets stockés sur S3. On a des moyens, et là je vais revenir un petit peu dans le détail après, pour ingérer la donnée sur la plateforme en temps réel ou alors en mode batch. Et on va avoir plusieurs outils dans la partie machine learning et dans la partie analyse traitement qui vont être utilisés justement pour extraire de la donnée, de l'information, je dirais, du data lake. Alors si on fait une petite revue du portfolio aujourd'hui des services qui tournent autour du data lake, là on est sur des fonctionnalités. Donc si je prends l'exemple du machine learning par exemple, on a des services aujourd'hui sur la plateforme qui permettent à partir de fichiers médias, donc d'images, de vidéos, de fichiers audio, d'extraire de l'information. Donc on peut par exemple détecter des visages, détecter des objets dans une image. On a la capacité de faire ce qu'on appelle du speech to text, donc à partir d'audio, de générer du texte. Et inversement, si on a du texte, on peut régénérer de l'audio. Donc on a plusieurs fonctionnalités qui sont disponibles dans tout ce qui est machine learning. On va avoir des fonctionnalités sur la partie analyse et traitement. Donc aujourd'hui, je vais plus me focaliser sur cette partie analyse et traitement, où on verra qu'on a des outils comme notamment la suite Hadoop et les Apache Spark, qui sont très très utilisés aujourd'hui dans le domaine de la data. On verra avec quel type de service sur la plateforme AWS on peut vous aider à justement extraire de l'information de cette donnée. Donc toutes ces fonctionnalités, aujourd'hui, elles se transcrivent à travers des services disponibles sur la plateforme AWS. Alors, par où commencer? Ça, je pense que c'est une bonne question. Quand on va créer son architecture, son data lake sur AWS, l'idée, c'est de partir avec le stockage central. Ici, on va utiliser S3, qui va être vraiment la brique du data lake, la brique centrale. Et c'est grâce à ce stockage S3 qu'on va pouvoir garantir les 11 9 de durabilité. On va ensuite devoir définir une stratégie pour ingérer les données sur le data lake. Donc là, encore une fois, on va avoir des services qui vont permettre d'ingérer la donnée en mode batch. Donc on peut avoir une fibre noire, par exemple, entre votre data center et entre une zone, une région AWS, pardon. Donc c'est via le service Direct Connect. Donc là, on peut importer de cette façon des data directement sur la plateforme. On a aussi un service qui s'appelle Snowball. Pour ceux qui connaissent, Snowball, en fait, c'est une valise dans laquelle on peut mettre 80 à 100 Tera de données. Donc vous la commandez via UPS et du coup, elle arrive chez vous. Vous pouvez plugger cette valise directement dans votre data center, copier les données dessus et ensuite la renvoyer sur AWS. Là, on va copier les données en utilisant plutôt un mode batch, c'est-à-dire qu'on pourra le faire de manière régulière, soit tous les jours ou toutes les semaines, par exemple. Et on verra d'autres services qui peuvent être utilisés pour ingérer de la data en temps réel, cette fois-ci. Ensuite, une fois qu'on aura ingéré cette donnée, il faudra penser à mettre en place un système de catalogue pour pouvoir chercher dans cette donnée. Ça, c'est pareil. On verra après un service qui s'appelle Glue, notamment, qui va permettre de vous accompagner sur cette partie data catalogue, qui est, à mon sens, critique quand on commence à emmagasiner de la donnée sur son data lake. Tout ce qui va être gestion des accès aussi. Donc là, on a un service qui s'appelle IAM, pour Identity Access Management, qui va permettre de contrôler les accès à la plateforme AWS et donc par la même occasion au data lake. On va avoir une suite d'outils sur le traitement et l'analyse. Donc une fois qu'on a cleané un peu la donnée qui a été envoyée sur le data lake, on va voir les différents outils qui vont permettre justement de générer de la valeur à partir de cette donnée. Et une couche de sécurité qui, à mon sens, va être extrêmement importante. Pour chiffrer la donnée, on a un service qui s'appelle KMS qui va pouvoir gérer pour vous les clés de chiffrement. Et donc, du coup, c'est très important après de pouvoir stocker ces données de manière chiffrée at rest. On a un outil qui s'appelle CloudTrail qui, lui, va permettre de monitorer tous les appels API faits à la plateforme. Donc ça, c'est très pratique pour auditer le data lake, les accès au data lake. Et un service qui s'appelle CloudWatch qui, lui, va permettre de monitorer en fait, tout ce qui se passe d'un point de vue infrastructure et d'un point de vue applicatif.
Donc ça, c'est un peu voilà, les différents services en fait, qui vont graviter autour du stockage central S3, qui jouent ici le rôle de data lake. Alors, la première question à se poser, ça va être comment justement importer de la donnée sur son data lake. Donc, on a parlé de la méthode batch avec soit la valise, soit des systèmes pour répliquer les bases de données et importer la donnée sur le data lake. Là, je vais me focaliser principalement sur les services temps réel. Donc, on a un outil qui s'appelle Amazon Kinesis, une famille de services. Et l'idée derrière Kinesis, c'est de pouvoir collecter, traiter et analyser rapidement de la donnée en temps réel. Pour ceux qui connaissent Kafka, bon, ça va être similaire en fait à Kafka. Donc c'est c'est un bus de données dans lequel du coup vous pouvez écrire. Et l'idée, c'est qu'on va avoir des consommateurs qui vont lire cette donnée. Donc ça peut fonctionner avec de la vidéo, ça c'est notre service Kinesis Video Stream. Ça peut fonctionner également avec de la donnée plus classique, comme si vous avez un site web, vous voulez collecter tous les clickstreams, et ben ces clickstreams peuvent être envoyés directement dans Kinesis Data Stream, qui lui, ensuite, on pourra directement appliquer un traitement en temps réel sur ces données, ou on pourra les charger sur le data lake via le service Kinesis Data Firehose, qui lui va être utilisé pour refroidir en fait cette donnée sur le data lake. Et on a un service qui peut se plugger aussi directement sur Kinesis Data Stream, qui va permettre de faire des requêtes sur le data stream avant que la donnée soit chargée sur S3, qui s'appelle Kinesis Data Analytics. Une fois qu'on a chargé cette donnée, on va se poser la question de savoir que contient en fait le data lake. Donc il y avait un statement du Gartner qui disait qu'en 2018, 80% des data lakes n'incluaient pas ou n'incluront pas de solutions suffisamment fiables pour cataloguer la donnée. Et ça engendre en fait que toute cette donnée, si elle n'est pas correctement cataloguée, elle sera inutilisable à terme. Donc il faut avoir une stratégie de catalogue de données, de data catalogue. Alors nous, on a une solution qui s'appelle AWS Glue, en fait, qui permet de créer un catalogue de données. Avec Glue, vous allez avoir ce qu'on appelle des crawlers. Donc ces crawlers vont parcourir les fichiers qui vont être stockés sur S3. Ça peut être des fichiers CSV, JSON, Parquet, vraiment tous les types de formats de fichiers. Et ils vont extraire les métadonnées de ces fichiers. Et ces métadonnées, donc vraiment le schéma de la data, vont être stockés dans le data catalogue. Ce qui va être plus facile pour savoir un peu comment est justement formater cette donnée pour ensuite soit faire des opérations d'ETL dessus ou essayer directement de requêter cette donnée. Alors d'un point de vue fonctionnel, on peut avoir à gauche sa donnée, donc via des services, je dirais, classiques de base de données, comme chez nous RDS, ou alors si vous avez vos propres bases de données on-prem ou sur AWS, ou si vous souhaitez ingérer de la donnée en temps réel avec Kinesis. Donc vous importez cette donnée sur S3, et de manière régulière, on peut déclencher en fait des jobs des jobs de Glue qui vont justement crawler la donnée. Donc, dès qu'il y a de la nouvelle donnée qui a été ajoutée, on va les crawlers vont parcourir cette donnée et remplir le data catalogue avec les métadatas. Et ensuite, les services qui vont consommer la donnée, comme Athena, comme EMR, comme Redshift, auront la capacité de directement s'appuyer sur ce catalogue pour travailler sur la donnée. Et on a un service qui s'appelle QuickSight qui, lui, va permettre de faire de la data visualisation. Je vais vous expliquer après un peu plus dans le détail comment fonctionnent Athena, EMR et Redshift. Donc une fois qu'on a chargé la donnée sur son data lake, une fois qu'on l'a cataloguée, on va la préparer pour la rendre consommable en fait, par des services qui vont en générer de la valeur. Cette opération, on peut l'appeler opération d'ETL, où l'idée c'est de normaliser, partitionner, optimiser la donnée pour qu'elle soit utilisable par des services d'analyse. Donc on va avoir ce qu'on appelle de la raw data, la donnée brute. On va travailler sur cette donnée pour la cleaner et en sortie, on va avoir de la donnée nettoyée qui, elle, pourra être consommée. Consommée par des services d'analyse classiques ou potentiellement par des algorithmes, par exemple de machine learning, qui auront besoin d'être entraînés. Il faut toujours, au préalable, nettoyer cette data. Et ce qui est important de garder en tête, c'est que quand on va conserver, et il faut toujours conserver cette donnée brute, parce que potentiellement, les opérations d'ETL, on peut les réappliquer en modifiant certains paramètres. Et pour faire ces opérations d'ETL, Glue, en plus du data catalogue, incorpore justement un service d'ETL. Donc si vos jobs d'ETL, vous les faites aujourd'hui avec des solutions basées sur Python ou basées sur Spark, vous pouvez importer en fait ces jobs directement dans Glue. Ce qui va être un plus, c'est qu'aujourd'hui, Glue, c'est ce qu'on appelle une solution full serverless. Vous n'avez pas besoin de gérer de compute,
pas besoin de gérer de stockage, de scalabilité ou de résilience au niveau du service. Toute cette partie infrastructure opérationnelle sera nativement gérée par AWS. Et donc il vous suffit d'importer en fait vos scripts existants, à vérifier la version utilisée, notamment si vous faites du Spark, et Glue aura la capacité de planifier des jobs d'ETL avec les scripts que vous avez prédéfinis. Alors, une fois qu'on a justement nettoyé cette donnée, donc c'est à ce moment-là on va essayer de générer de la valeur à partir de la data. Donc soit on peut utiliser des outils de machine learning comme ceux que j'avais présentés un petit peu auparavant, mais l'idée c'est qu'aujourd'hui on ne se focalise pas sur les services de machine learning, mais plus sur les services de traitement de la data. Alors, un outil qui peut être utilisé et qui est le plus répandu, je dirais, aujourd'hui, si vous faites de la data, c'est la suite Apache Hadoop, avec Apache Spark aussi également, où vous allez trouver plein de projets open source, HBase, AF Presto, qui sont des services qui peuvent être utilisés pour générer de la valeur sur la donnée. Et EMR, donc c'est une solution qui va manager pour vous ces différents services open source. Aujourd'hui, il y a 19 projets qui sont supportés sur EMR. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est que dès qu'il y a des nouvelles versions qui sont mises à jour, on essaye dans les 30 jours qui suivent, d'incorporer cette version dans le service EMR. On verra aussi qu'on peut maîtriser plus facilement les coûts avec une solution comme EMR en activant notamment ce qu'on appelle de l'autoscaling, qui va permettre de rajouter des ressources en fonction de la taille du cluster dont on a besoin. On peut utiliser des mécanismes liés à EC2 au niveau du pricing, faire des réservations d'instances, ou d'utiliser la marketplace d'instances EC2 qui s'appelle EC2 Spot. Il y a une fonctionnalité qui est aussi très intéressante sur EMR, c'est ce qu'on appelle EMRFS. Quand vous utilisez HDFS, qui est le système de fichiers distribué fourni par Hadoop, on va avoir en fait des nœuds qui incorporent du compute et du stockage. Et si on a besoin de scaler ce cluster, on va rajouter des nœuds. Mais donc à chaque fois qu'on rajoute un nœud, on va rajouter du compute et du stockage. L'idée derrière EMRFS, c'est d'utiliser S3 pour le stockage. Et donc le fait d'utiliser S3 pour le stockage, ça va nous permettre de découpler le compute du stockage. Donc on peut utiliser S3 uniquement pour stocker la data, et sur le cluster EMR, au lieu d'utiliser HDFS, on utilisera S3, ce qui va permettre si on a besoin d'ajouter du stockage, du coup on rajoute des données sur S3. Si on a besoin de rajouter du compute, on peut rajouter des nœuds dans le cluster EMR. Et en termes de facilité d'utilisation, aujourd'hui, voilà, si vous avez déjà essayé de monter on-prem un serveur, un cluster Hadoop, c'est très compliqué, alors que là, en 10 minutes, le cluster sera up and running. Un service qui va être utilisé aussi, qui est très prisé pour les data scientists quand ils ont besoin de faire des requêtes interactives sur la donnée, c'est Athena. Athena, typiquement, va vous permettre de faire des requêtes SQL sur de la donnée qui est stockée sur votre data lake, en l'occurrence S3. On n'aura pas besoin de créer un cluster de base de données pour charger la donnée et ensuite faire nos requêtes SQL dessus. Vous avez la capacité de faire directement des requêtes sur les données qui sont stockées sur S3. Donc on est, comme Glue, on est sur un service qui est dit serverless, où il n'y a rien à gérer d'un point de vue infrastructure. Vous importez vos requêtes SQL et vous pouvez les exécuter directement dans Athena. Si jamais, justement, il y a le besoin, parce que vous avez besoin de mettre en place une solution de data visualisation, de dashboarding qui va fonctionner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, on peut avoir besoin de créer ce qu'on appelle un entrepôt de données. Donc c'est typiquement en fait une base de données dite relationnelle, donc sur laquelle on va faire du SQL, mais pas orientée pour faire des transactions, mais pour faire de l'analytics. Donc nous, on a une solution qui s'appelle Redshift. C'est un entrepôt de données moderne. Et l'idée, c'est que Redshift, on va pouvoir créer un cluster où la donnée sera stockée au format colonne au niveau des disques, et on aura la capacité en fait de rajouter des nœuds dans le cluster pour que ces nœuds puissent travailler en parallèle. C'est ça la force du cluster, c'est qu'on peut rajouter des nœuds si on a besoin de plus de capacité. Donc l'idée derrière un entrepôt de données, c'est voilà, si on a de la data sur 1 an, 2 ans, 3 ans, on peut potentiellement avoir besoin de faire des requêtes sur ces datas, et donc on peut importer les données dans le cluster Redshift pour faire ces requêtes. Et pour toutes les solutions qui sont disponibles on-premise, aujourd'hui, quand je fais des sizing avec mes clients, bon, ça m'arrive très peu souvent puisque je travaille avec des startups, mais les solutions existantes, Redshift est vraiment plus intéressant d'un point de vue coût. Et je dirais un service add-on à Redshift, c'est Redshift Spectrum. Donc,
quand on a un cluster Redshift sur lequel on a chargé la data, on a également la possibilité, en passant par ce cluster, d'aller requêter la donnée qui est stockée sur S3. L'intérêt, c'est que si on a besoin, par exemple, de faire des requêtes sur de la donnée qui n'est pas souvent requêtée, plutôt que d'utiliser de l'espace de stockage sur le cluster pour de la data qui ne va pas être souvent requêtée, on peut cette donnée la laisser sur S3 et en passant par le cluster, du coup, on peut aller à la fois requêter les données qui sont dans le cluster, celles qui sont requêtées le plus souvent, et les autres data, on les laisse sur S3. Et ce qui va être intéressant, c'est que d'un point de vue utilisateur, c'est complètement transparent. En fait. Et c'est ce qui nous permet aujourd'hui, avec Redshift, d'atteindre des scalabilités jusqu'à l'exabyte notamment. Alors, je voulais vous parler de la société Epic Games, donc, qui a lancé le jeu Fortnite. Aujourd'hui, Fortnite, c'est plus de 125 millions d'utilisateurs, de joueurs dans le monde. Et le business model en fait, de Fortnite, puisque c'est un jeu qui est gratuit, va être basé uniquement sur les microtransactions qui vont avoir lieu pendant le jeu. En fait. Donc les designers du jeu ont besoin d'avoir en temps réel la satisfaction du client, ont besoin de savoir en temps réel ce qu'ils font pour leur proposer les meilleurs add-ons. En fait. Et pour répondre à cette problématique, Epic Games a décidé justement de passer all-in sur AWS. Donc ils ont créé leur data lake sur AWS. Là, on a l'exemple de l'architecture qui a été mise en place par Epic Games. Et ils ont créé ce qu'on appelle une architecture lambda, une lambda architecture. Une architecture lambda, c'est quoi en fait? C'est une architecture qui va être divisée en deux parties. En bas, on a une partie batch, donc ça va être pour tous les traitements qui ont lieu de manière hebdomadaire ou de manière journalière. Et en haut, on va avoir une partie temps réel. Et l'idée, c'est qu'ensuite, on va dans une situation où on va avoir de la data vise, on va pouvoir avoir sur le même écran la donnée qui provient du mode batch et la donnée en temps réel. Donc, du coup, pour construire leur lambda architecture sur AWS, ils ont utilisé en entrée Kinesis, donc qui est utilisé pour vraiment collecter toute la donnée, donc la donnée qui peut venir des joueurs, la donnée qui peut venir de leur serveur. Et Kinesis va dispatcher en fait la data entre la batch layer et la speed layer. Sur la partie speed layer, en fait, ils utilisent Spark directement sur EMR, notamment Spark Streaming. Et Spark va retravailler la donnée en temps réel, envoyer les résultats dans la base de données DynamoDB, qui est une base de données NoSQL full serverless gérée par AWS. Et ils vont plugger en fait leur scoreboard, leur API de scoreboard directement sur la base de données Dynamo. Et pour la partie batch layer, donc du coup la donnée ici est envoyée directement sur S3 et on voit qu'il récupère aussi d'autres données qui peuvent provenir de databases ou d'autres API. Il lance des jobs d'ETL en utilisant EMR et le résultat est stocké sur S3 et après mis à disposition avec des solutions ad hoc SQL ou des solutions de DataVis comme Tableau notamment. Voilà, du coup je vais passer la main à Arnaud, qui va vous faire un retour d'expérience de la société Augury sur l'approche Data Lake et les problématiques qu'ils ont pu rencontrer. Bonjour à tous. Donc, on va faire les mêmes présentations, mais en différent. C'est-à-dire qu'on va encore vous présenter un peu les outils Data Lake, mais comment on les a intégrés chez Augury, pourquoi on a fait comme ça, et on va peut-être aller un peu plus dans le réel, dans le concret, sur tous les outils. Notre parti pris, ça a été de faire que notre data warehouse, c'est l'accès à notre data lake de 700 Tera. Donc, on va construire une architecture autour du data warehouse, Redshift, pour avoir quelque chose de simple, rapide et efficace pour tout le monde, parce que c'est le but de notre data lake. Augury, qu'est-ce que ça fait? C'est une entreprise qui fait du mobile journey marketing. Le mobile journey marketing, c'est casser des silos marketing, différents outils pour avoir une solution intégrée pour répondre à tous les besoins marketing. Donc ça commence par quoi? Ça commence par la gestion du consent avec la RGPD, enfin la GDPR en anglais. Il faut que votre utilisateur accepte de donner ses data, qu'il le consent. Donc il faut qu'on gère ça pour une application, celle où on est intégré, voire même pour plusieurs applications. Ça nous permet de récolter les datas de 400 millions d'utilisateurs. Ça nous fait quelques terras de data par jour. Grâce à ça, on va avoir pas mal de data, mais on va devoir les analyser. C'est-à-dire que savoir que vous avez une IP, ça ne sert à rien pour le marketing. Donc on a une grosse couche de data science qui est vraiment demandeur des data du data lake. Et ensuite, on doit pouvoir activer
tout ça avec des insights marketing compréhensibles, que ce soit pour nos users, pour nos brands ou pour nos publishers. Donc voilà, c'est une solution qui apparemment marche dans le sens où on existe depuis 2014, là on est à 100 millions de chiffres d'affaires, et c'est un peu grâce à Amazon qui nous a permis de scaler de 0 jusqu'à 100 millions. Donc voilà, je vais vous présenter les outils. L'outil au centre, c'est Redshift, donc c'est le Data Warehouse clusterisé. L'avantage, c'est que c'est le compute facile pour tous, haute performance et scalable. Donc quand je dis compute facile pour tous, il y a deux choses. Il y a le compute. Nous, on va se servir de Redshift comme un moteur de compute. On ne va pas forcément avoir un ETL qui fait le compute. Tout va être fait dans Redshift, ce qui n'est pas forcément hyper bien d'un point de vue de data engineer, mais finalement, ça a été l'usage de nos utilisateurs qui se sont servis de Redshift, donc de notre base de données, comme un moteur. Donc ça, c'est le compute, et facile pour tous parce que vous êtes dans votre data warehouse. C'est un endroit maîtrisé, c'est du SQL. Tout le monde y a accès, tout le monde sait comment s'en servir. Haute performance et scalable. Vous voulez plus de compute, vous rajoutez des nodes. Vous avez aussi le modèle Redshift avec plus de storage. En fait, vous avez des nodes en compute ou en storage selon ce que vous voulez faire. Si vous voulez l'orienter Redshift, si vous voulez l'orienter en stockage ou en compute. L'inconvénient, c'est que c'est un investissement un peu important au début. Toutes choses étant égales par ailleurs, normalement, c'est un investissement qui est plus faible que les autres concurrents, si vous l'utilisez tout le temps. On pense souvent à Snowflake en ce moment. Snowflake, c'est bien, c'est mon avis, hein, encore une fois, c'est un avis perso. Si à des moments, il est down. Notre Redshift, il est utilisé la nuit avec de l'ELT et le jour avec beaucoup de personnes qui vont taper dedans. Donc, c'est une bonne solution pour nous. Mais voilà, donc dans le prix, si on était au tarif catalogue par an, ça serait 365 000 € par an. Pour 40 Tera de fichiers, nous, on est plutôt de l'ordre de 100 Tera de fichiers compressés dans Redshift. L'astuce, c'est la gestion des distribution keys. C'est vraiment distribuer bien vos données. Ça permet de faire qu'une requête ne passe pas et qu'elle soit impossible à faire, qu'elle passe à vraiment 20 secondes. C'est déjà arrivé chez nous plusieurs fois. Donc la clé de distribution, si vous voulez creuser quelque chose sur Redshift, creusez ça. L'externalisation des datas sur Athena et Spectrum, il vous faut quelque chose pour créer des external tables. Dans la mesure où nous, on est orienté compute, il a fallu sortir les données ailleurs quand elles étaient trop grosses. Voilà, donc le prix, j'en ai parlé. Bon, vous pouvez trouver les tarifs catalogue sur le site. L'effet waouh, c'est une jointure de deux tables, une qui fait 66 milliards de lignes et une qui fait 2 milliards de lignes. Ça tourne en 31 secondes sur Redshift, grâce aux optimisations, hein, évidemment. Data Pipeline. Data Pipeline, c'est l'ETL d'Amazon. C'est celui qu'on utilise. C'était l'ETL, on va dire, natif d'Amazon, donc on s'est dirigé directement là-dessus. C'était il y a 3 ans. Ça vous permet de monter une EC2, une EMR facilement. C'est hyper bien intégré avec tous les outils d'Amazon. C'est un coût économique négligeable. Vous payez surtout le moteur, donc le C2 ou le MR. L'inconvénient, c'est que c'est lourd à manipuler. En tant que data engineer, on a l'habitude de le manipuler. Donc ça va, maintenant on est rompu à l'exercice, ça coule bien, mais quand il y a un data engineer, type machine learning engineer avec Scala et Spark, ou un business analyst qui doit automatiser quelque chose, souvent il y avait des situations de crise morale à gérer. Donc voilà, pour les data engineers c'est bien, pour les autres c'est vraiment très rébarbatif, très lourd à manipuler. C'est pour ça que dans l'effet waouh, on a mis on passe. C'est un bel outil pour les data engineers, mais on essaye de le remplacer pour donner plus de flexibilité aux gens et plus d'utilisation, par exemple avec les data scientists qui veulent faire des loops qui se répètent sur des ETL ou des lancements partiels de data pipeline. Enfin voilà, c'est peut-être pas assez dynamique. Encore une fois, c'est un point de vue. Les astuces, donc la dernière astuce, c'est utiliser peut-être un autre outil comme Airflow, qu'on est en train de poker, ou utiliser du JSON pour plus de liberté. C'est-à-dire que vous pouvez prendre votre data pipeline avec l'interface graphique, vous le sortez en JSON, et là, vous allez pouvoir paramétrer des choses, avoir beaucoup plus de choix. Glue. Donc Glue, c'était un petit remplaçant de data pipeline.
selon une conférence de Reinvent, dans la mesure où ça permet de faire en serverless du Scala, du Spark, du Python. Par contre, les librairies sont spécifiques à AWS, donc on l'a testé. On l'utilise pour parquetiser des datas qui nous arrivent en JSON par paquet, par floppé, et qu'on transforme en parquet. Ça, c'est super cool, c'est hyper efficace, on n'a pas beaucoup de développement, c'est serverless. Par contre, tous les ETL un peu plus complexes, finalement, on a fait le choix de laisser ça soit dans EMR, soit dans Data Pipeline. Par contre, la véritable force de Glue, c'est, comme l'a dit Marc, c'est de faire des catalogues assez vite. En 2 clics, vous sortez un catalogue de données sur n'importe quel fichier plat qui est dans votre data lake. Donc voilà, l'astuce, c'est bien initier une table rapidement. Pour un prix très négligeable, en 1 minute, 2 minutes top chrono. Donc n'importe qui peut dire, bah tiens, prends-moi ce JSON, fais-moi le create table de cette table, enfin de ce JSON. Voilà, tout le create table avec les colonnes, le type. Ça ne sert à rien d'avoir juste un create table, donc il faut pouvoir faire des requêtes SQL dessus. Pourquoi SQL? Parce que c'est vraiment la chose la plus simple à utiliser pour toutes les personnes qui font de la data. Donc, vous avez fait votre catalogue, vous arrivez avec Athena et vous dites, bon, bah, fais-moi le select de ces colonnes-là, fais-moi un filtre, et vous allez avoir votre réponse. Donc là, on l'a mis, l'effet waouh, c'est n'importe quel fichier que vous n'avez pas encore paramétré, qui vient d'arriver, peut-être un fichier que vous ne connaissiez pas encore, vous avez plugué un nouvel outil, un nouveau jeu, une nouvelle data source. Bah là, le data scientist, il va arriver pour savoir s'il peut poker, s'il peut faire un projet. Il fait son glue en 1 minute, ensuite il fait une requête SQL sur Athena, et il peut explorer son fichier rapidement. Attention au prix qui peut s'envoler, c'est 5 $ le Tera scanné, donc il faut faire que les datas scannées soient faibles. On est exactement sur le même prix que BigQuery, et je trouve que c'est vraiment 2 concurrents super intéressants. Les petites astuces. La première, c'est utiliser les CTAS. CTAS, c'est quoi? C'est le Create Table as Select. Donc, vous allez dire, bon, bah, là, j'ai ce fichier JSON, prends-moi toutes les colonnes qui m'intéressent, fais-moi un filtre, et sors-moi ça comme une table, et la table, tu me la stores en parquet, par exemple. Donc là, qu'est-ce qui se passe? C'est que en 1 minute, encore une fois, vous avez pris des nouvelles données, vous avez pris que les datas qui vous intéressent, vous avez filtré, pris les colonnes qui vous intéressent, et là, vous êtes en parquet, donc super pour Spark, vous allez pouvoir explorer, paramétrer hyper vite. Pour un coût, donc l'effet waouh de quelques centimes, toujours, voilà, vous avez déjà en une demi-journée, vous n'avez pas besoin de data engineer, vous n'avez pas besoin d'attendre 3 semaines qu'il soit disponible, juste pour vous créer une table sur des fichiers qui viennent d'arriver. Pour les astuces, transformez vos fichiers au format columnaire, donc comme Orc ou Parquet. Pourquoi? Parce que si vous scannez un JSON, si vous voulez juste une colonne de toutes les lignes, vous allez devoir scanner toutes les lignes. Si vous êtes en format columnaire, vous allez stocker que les colonnes qui vous intéressent. Donc vous pouvez réduire par 2, par 3, par 4 la facture. Lambda pour créer les partitions, si vous faites des Athena qui sont des ETL, parce que vous pouvez aussi l'utiliser comme ETL, même si ça coûte un peu plus cher peut-être, ça coûtera moins en développement. Les partitions ne sont pas forcément rajoutées, donc si vous avez des partitions par jour, il faudra peut-être avoir un système de Lambda à côté pour créer les partitions. Le prix, donc pour un scan de 2 milliards de lignes, où j'avais pris 2 colonnes et j'avais filtré sur une 3e, donc 3 colonnes, ça m'avait coûté 35 centimes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez vos data, toutes les datas de votre data lake, elles sont accessibles via Athena, mais il reste encore à joindre le gap, à supprimer ce gap, et donc il faut amener ces datas dans Redshift. Ça, vous allez le faire avec Redshift Spectrum. En fait, Redshift et Redshift Spectrum, c'est le même outil. Spectrum est dans tous les Redshift. C'est le Athena de Redshift. Alors, c'est comme Athena, mais à quelques différences près. Ce n'est pas les mêmes outils derrière, donc peut-être qu'il y aura des choses qui sont légèrement différentes. Mais donc, vous allez utiliser Athena dans Redshift. Donc, vous êtes dans votre data warehouse et vous allez pouvoir, une fois que votre catalogue est fait, taper en SQL dans vos fichiers plats depuis votre data warehouse. Donc, c'est cool parce que vous êtes dans votre environnement que tout le monde maîtrise et vous accédez à n'importe quelle donnée du data lake. Toujours dans la demi-journée, donc vous avez apporté la data du data lake partout dans l'entreprise. Ça vous permet aussi de joindre avec des datas de votre data lake, parce que souvent les datas du data lake,
il leur manque les smart data du data warehouse, les données de référentiel, peut-être tous vos clients, etc. Vous voulez croiser vos données. Donc là, vous pouvez rapatrier vos données, les croiser avec votre data warehouse facilement. L'inconvénient, c'est attention au prix qui peut s'envoler, comme toujours, comme c'est la même facturation qu'Athena, et les distributions à refaire. C'est des external tables, donc il n'y aura pas les clés de distribution. Le tips, c'est de prendre vos données, faire un create table, mettre la clé de distribution en fonction des jointures que vous allez vouloir faire, et là, vous allez pouvoir joindre vos données. On ne compte pas le nombre de fois où Redshift a sauté, parce qu'il y a des gens qui ont saturé la mémoire, ils ont pris des terras, ils les ont ramenés dans Redshift, ils ont voulu faire la jointure, et c'est à la jointure que ça a sauté quand les données ont été redistribuées. Voilà. Et l'autre astuce, c'est réduire la table avant utilisation, si possible. Le prix, c'est exactement le même qu'Athena, et donc l'effet waouh, c'est qu'on a fermé ce gap du data lake et du data warehouse qui ne communiquent pas. Voilà, donc Redshift, un outil pour tous les unir. Grâce à Redshift Spectrum, on peut accéder à tous les outils et tous les outils se pluguent rapidement à Redshift. Donc Redshift, parce que c'est simple, c'est du SQL, parce qu'il y a un accès qui est déjà fait pour tout le monde. Et il centralise les données, qu'elles soient smart ou externes. Data Pipeline, ça vous permet de faire des ETL économiques pour pas trop cher. Data Pipeline plus Athena pour l'archivage. Redshift, ça coûte super cher. Et plus le temps passe, plus ça va vous coûter cher si vous n'avez pas un système d'archivage pour sortir vos données qui deviennent trop grosses. Quand vous rajoutez une table où il y a 1 milliard de lignes par jour, au bout de 10 jours, est-ce que vous avez besoin des 10 jours Sûrement. Est-ce que vous avez besoin d'un mois? Peut-être qu'au bout d'un mois, 1 milliard de lignes, on peut commencer à les stocker en externe et les mettre dans Athena ou Spectrum. Donc elles seront toujours accessibles pour tout le monde, mais vu que les gens n'auront pas forcément besoin d'accès si souvent, autant faire de l'archivage et contenir le volume de Redshift, parce que c'est ça qui va vous coûter cher si vous avez un Redshift orienté compute. Et Glue et Athena pour une exploration très rapide de fichiers plats. Au niveau architecture, qu'est-ce que ça donne dans le concret? Donc on a toujours S3 Data Pipeline et Redshift, hein, et même l'outil de reporting, Tableau chez nous. Donc ça, c'est l'ETL old school, enfin la BI old school, où on a des fichiers, un ETL, ou un ELT pour nous, et un data warehouse avec un outil de reporting. Mais en plus, donc la branche nouvelle génération, c'est Glue qui va permettre de faire toute cette partie exploration. On va passer en self-service data. C'est plus self-service BI où on en faisait dans Tableau et on disait aux utilisateurs, vous pouvez avoir la data que vous voulez, mais il faut connaître le reporting. Là, le but de l'équipe du Data Lake, c'est de donner la donnée à tout le monde ou la rendre disponible. Donc avec Glue et Athena, on va être en self-service BI. Pourquoi? Donc pour réduire ce flux de développement, au début, vous avez une team Data Lake et vous avez le reste de l'entreprise. Ça va, vous êtes une petite start-up, c'était il y a 3 ans. Sauf que 3 ans plus tard, vous êtes toujours une team de data engineer et vous avez 35 développeurs data, 5 à 10 projets de data science qui tournent, le business, le monitoring, tout cela qui ils veulent accéder au data lake. Donc, il faut scaler votre équipe data, il faut donner le moyen d'avoir un self-service pour tout le monde, une architecture qui soit simple et compréhensible. Pourquoi on parle souvent de MR, mais qu'il y a vraiment un choix qui a été fait d'essayer d'éviter le plus possible la couche MR. Quand vous dites à un data scientist, écoute, cette donnée, elle est déjà là dans JSON, tu as juste à faire ton cluster Spark et tu peux faire des requêtes Spark pour préparer tes données. Le pauvre data scientist, il a une petite larme, mais il a l'habitude maintenant. Donc il faut lui donner des choses pour aller plus vite, vraiment aller plus vite. Comment choisir ces outils? Donc, on a fait une petite matrice un peu pour savoir quel outil choisir et à quel moment pour évangéliser la connaissance dans l'entreprise. Si vous avez un fichier JSON et que vous voulez faire de l'ETL avec du petit volume sur ce fichier JSON, autant passer par un data pipeline avec une EC2. Et selon l'orientation, encore une fois, de votre Redshift, vous passez en dense compute ou en dense storage. Ensuite, pour les grands volumes, donc on conseille quand même la partie grand volume avec accès régulier, la partie EMR, donc avec Spark, tous les outils Hadoop, c'est plus à démontrer. On réduit les datas et on les envoie dans Redshift ou on les donne en accès disponible en fichier parquet pour ceux qui en ont besoin.
Et ensuite, il y a les très gros volumes. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un très gros volume? Il y a des fichiers. Si vous avez tous vos projets qui sont de l'ordre du Tera, OK, vous faites scaler votre Redshift parce que tout le monde a les mêmes besoins. Si tout à coup, vous avez quelqu'un qui est de l'ordre des dizaines de Tera, des centaines de Tera, là, vous ne pouvez plus scaler votre Redshift juste pour un projet. Donc, il faut passer par des external tables, donc d'Athena et Spectrum. Donc avec Glue, Athena, Glue, et encore une fois, pour l'historique, voilà, vous passez par Glue, comme ça les données sont toujours accessibles, mais vous réduisez la taille de Redshift. Voilà, c'était notre petit retour d'expérience sur comment on a monté un data lake avec AWS. Si vous voulez en savoir plus, on fait des meet-up, Data et Cloud Paris, et si vous voulez encore en savoir plus, on recrute 80 personnes cette année. On double tous les ans de chiffre d'affaires et de personnes. Voilà, merci à vous. Merci Arnaud pour son retour d'expérience et pour avoir partagé avec nous du coup, voilà, les problématiques que Augury a pu rencontrer pour mettre en place cette stratégie Data Lake, Data Warehouse sur AWS. Du coup, merci d'avoir assisté à cette présentation. Je vous invite, si ça vous dit, d'aller à la keynote de clôture, où du coup on va annoncer le gagnant de la Startup Architecture of the Year et également le gagnant de la course Deep Racer, si vous aviez vu les voitures autonomes durant la journée. Ouais, je vous remercie encore, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir à la fin de la présentation ou après à nous directement communiquer sur LinkedIn ou Twitter. Merci.